Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 48e épisode des Tontons Golfeurs. Sébastien, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas dit Kevin bonjour parce que Kevin malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour cet épisode 48 des Tontons Golfeurs. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre. Ça va être important de parler de cette date. On vous dira pourquoi, parce qu'il va y avoir un rapport avec l'actualité en relation avec le sujet que nous allons traiter. Un sujet qui est passionnant parce que vous les regardez tous les jours à la télé. Ce sont tout simplement nos Français. Enfin, tous les jours, on espère que des grands passionnés qui vous nous écoutez regardez le golf assez régulièrement. Mais on va parler tout simplement de la saison des Français et des Françaises voilà, sur 2025. Effectivement, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour eux en 2026 ? Et en même temps, je suis certain qu'il y en a peut-être quelques-uns que vous ne connaissez pas. Voilà, vous allez entendre parler peut-être de certains noms. C'est normal, on n'est pas là pour connaître tout le nom des golfeurs. Nous, aujourd'hui, on va quand même garder notre casquette des tontons golfeurs, mais on va prendre un tout petit peu la place. Ouais, on va pas faire trop de journalisme quand même, mais on va devoir en faire un petit peu aussi, ouais. Oui, exactement, c'est ça. On va être, on va juste être sur l'information et puis émettre aussi nos opinions. Voilà, ça va être une discussion qui va être très sympa et puis au goût de l'actualité, on va dire. Alors, Sébastien ? Avant toute chose, moi, je voudrais remercier Golf Planet pour toute l'aide qu'elle nous apporte sur la médiatisation, vu que c'est un média digital, 100% gratuit. Vous pouvez télécharger l'application ou vous inscrire à la newsletter pour du coup être au courant absolument de toutes les infos du golf français et du golf mondial. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'écouter ce genre d'épisode. Non, si, quand même, pour avoir la petite touche tonton golfeur. Et également pour nous aider à continuer aussi à développer les tontons golfeurs. Hein. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos écoutes. Donc, s'il vous plaît, continuez et parlez-en autour de vous. À mon tour, je voudrais remercier Callaway qui est présent depuis le début de cette aventure. Voilà, je vous rappelle cette aventure avec 3 très bons amis. On a voulu se lancer dans ce podcast qui nous plaît énormément. Donc un grand merci de nous avoir suivis depuis le début, donc depuis 48 épisodes maintenant. Retrouvez l'intégralité de leur gamme et de leurs nouveautés qui vont également bientôt sortir dans les différents magasins. On sait que fin d'année, il y a des nouveautés qui vont sortir, donc n'hésitez pas à aller sur le site ou dans vos meilleurs magasins. Alors si je peux me permettre avant de remercier Wally, on a fait c'est le 50e en fait épisode, mais c'est le 48e plus 2 hors série. Celui sur le Masters est mais 50, c'est beau. C'est une belle marque qu'on atteint aujourd'hui. Je sens ta petite larme là sur le côté droit ou t'es peut-être tes yeux gonflés du matin comme moi, c'est normal. Et on remercie aussi du coup Wally Clubmaker. Vous pouvez aller faire vos fittings. Ils sont Golf Paris-Longchamp et à d'autres endroits en région parisienne, mais qui nous aident surtout beaucoup pour tout ce qui est justement activité sur les réseaux sociaux, le montage des vidéos YouTube. Donc un très grand merci tout particulièrement à Antoine, encore un autre Antoine, qui nous aide beaucoup là-dessus. Et merci à ses parents qui ont choisi un très beau prénom aussi. Voilà, c'est important de lui dire. Voilà. Bon, pour lancer cet épisode, pourquoi on vous parlait de cette date aussi du 14 novembre, la date à laquelle on enregistre, parce qu'on va faire aussi du coup un débriefing de ce qui s'est passé cette année, et il y en a certains ou certaines surtout, également qui n'ont pas terminé leur saison. Je vais parler des filles. Il reste encore quelques tournois donc sur le LET, qui est le Ladies European Tour, qui est la première division européenne. Aussi quelques tournois sur le LPGA Tour, du coup, qui est la première division américaine. Et nous avons également en ce moment la finale de la Race to Dubai, du coup, où nous avons... combien de Français déjà ? Nous avons Martin et Adrien. Ouais. Voilà, 2 Français qui jouent leur montée sur le PGA Tour. On sait que Adrien, sur le papier, est assuré de monter sur le PGA Tour. Martin ne l'est pas encore. On est actuellement au milieu du 2e tour. Donc, il va falloir qu'un bon week-end. On est juste après la finale des cartes européennes aussi qui rebat beaucoup de cartes. Le Hotel Planner Tour, donc ex-Challenge Tour, la saison est terminée aussi depuis une quinzaine de jours. Donc, on sentait, et puis pour le PGA Tour, ils sont en pleine ce qu'ils appellent FedEx Fall. Donc, pour certains, pouvoir sauver les miches en last minute pour rentrer dans le top 100. Donc, du coup, effectivement, c'est un épisode qu'on aurait pu faire dans un mois, mais c'est un épisode qu'on avait envie de faire maintenant. Donc, vu que nous sommes, tout simplement, nous sommes indépendants, libres pensants, on le fait maintenant. Exactement. Alors, on va déjà parler de choses à dire sur tout ce qui s'est passé cette année et déjà des perspectives 2026, ouais. Exactement. Donc, dans un premier temps, je propose qu'on aille un peu crescendo au niveau des majeurs, des circuits, pardon. N'importe quoi. Des majeurs, voilà, exactement. Bon, c'est pas grave, majeur, circuit, bon.
Donc on va parler du PGA Tour dans un premier temps. Donc on a cette année 3 joueurs qui ont évolué à plein temps sur le PGA Tour. On va les développer chacun au fur et à mesure. Donc Mathieu Pavon, Victor Pérez et Antoine Rosner. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle déjà de Mathieu Pavon. Voilà. De la saison qu'a vécu Mathieu. Sébastien, est-ce que tu veux commencer pour parler un petit peu de Mathieu? Toi, tu l'as côtoyé d'ailleurs sur le DP World quand tu étais, ou vous Ouais, étiez un petit peu chevauchés? on a fait 2 ans, je crois, Ouais. ensemble. Hmm. Euh, Parce qu'il me semble qu'il est arrivé début 2017. Donc, du coup, on a fait 2017-18. Ok. Mathieu, déjà, malgré tout, donc Mathieu, beaucoup de personnes connaissent son histoire. C'était pas quelqu'un qui était très, très performant chez les amateurs. Il est passé pro sans peut-être un bagage énorme, mais en tout cas, ça devait faire des années qu'il travaillait comme un chien. Et c'est vrai qu'il a eu une ascension fulgurante, étonnante, dans le très bon sens du terme. Euh, Parce que du coup, ça devient un exemple qu'avec du travail et des bons choix, on peut monter très haut. Donc ça a été 7 ans de tour européen ou 6 ans de tour européen avant de gagner. Ces 4 birdies pour finir, on s'en souvient, pour monter sur le PGA Tour. Et puis gagner tout de suite. Donc oui, il y a eu une année qui, cette année, pour reprendre ses mots, ça a été une année difficile. Il l'a qualifiée de saison blanche. Effectivement, hein, on le voit bien, il a joué 24 tournois sur le PGA Tour. Alors le site parle de 15 cuts passés, mais il a joué beaucoup de signature events aussi, donc des tournois qui sont sans cut. Il a pointé le bout de son nez en majeur quand même, encore une année. Il avait fait 5e de l'US Open l'an dernier. On l'a vu encore aux avant-postes à l'USPGA. L'USPGA, il me semble. Même s'il a eu un week-end difficile. Mathieu, ouais, il y a de... La déception, c'est un grand mot parce que pour être joueur, encore en activité, je sais très bien ce par quoi il passe émotionnellement, qu'une deuxième année sur un circuit, je trouve que c'est souvent la plus dure. Lui, il a eu la chance de... Enfin, la chance, non, le talent et le travail de gagner. Donc souvent, quand on gagne, Padraig Harrington l'a fait avant lui, Nick Faldo l'a fait avant lui. Quand on gagne, on a des exemptions, donc on peut se permettre en fait de prendre une direction qui peut peut-être nous faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 en avant par la suite. Donc je pense que son changement de coach, il est venu là. En l'occurrence, on en avait parlé, les raisons étaient quand même assez valables. Son choix dans l'instant, il était bon. Et s'il avait gagné 3 fois cette année, tout le monde aurait dit bravo, c'est un génie, il a changé de coach alors que tout allait bien. Même s'il s'en... Donc je pense que c'est difficile de juger ses choix parce qu'il est conseillé, il est bien entouré, et que je pense que s'il a pris cette direction-là, simplement, c'est parce que c'était le bon choix au moment T, et que c'est maintenant, avec du passif, qu'on se rend compte que c'était peut-être pas le meilleur des choix, vu qu'en plus de ça, il est revenu avec son entraîneur d'avant. Je pense que Mathieu a eu une saison difficile. Je pense qu'il serait le plus apte à en parler, et il l'a dit en conférence de presse à l'Open de France. Justement, que c'était une année très difficile à gérer, golfiquement, parce que personnellement, il s'éclate aux États-Unis. Mais voilà, c'est vrai que de Mathieu, vu ce qu'il a été capable de nous montrer, oui, j'aime pas ce mot attente, mais on en attend un peu plus parce qu'il nous a fait hurler derrière notre télé à Torrey Pines, à l'US Open. On était encore derrière lui aussi, on est derrière lui toutes les semaines, mais voilà, j'ai un petit goût d'amertume de me dire, dommage quoi. Dommage, il y avait peut-être moyen de passer encore plus dans l'élite mondiale que ce qu'il était, que ce qu'il avait réussi à atteindre sur la saison 2024. Ouais, exactement. Et c'est vrai que bon, voilà, actuellement, il est 166e du coup du classement. Il a passé 15 cuts sur 24, donc c'est qu'il y a eu quand même pas mal de bonnes choses qui ont été faites cette année. Mais effectivement, Mais la comme on disait, problématique. il y avait pas mal de tournois. Je crois qu'il y a peut-être 6 ou 7 signature events là où il n'y a pas de cut. Et ça Ouais. compte comme cut passé. Voilà, exactement. Donc même ça compte comme cut cassé. Il y a quand même eu des performances qui étaient correctes, mais après, voilà, la problématique dans ces grands circuits, si on veut, c'est que si vous faites régulièrement des 50e places, 45e, 55e, vous faites les cuts, mais vous êtes un petit peu au fond, vous marquez très peu de points. Au bout d'un moment, terminer 5e est bien meilleur que terminer par exemple 6 fois 55e ou 6 fois 45e. Même, j'ai pas exactement les Ouais, stats à ce 5e. niveau-là. Alors, je sais Mais... que sur le Challenge Tour, finir 4e, ça équivaut à 6 20e places.
Voilà, donc il y a un changement qui est radical qui quand même. est Donc, dément. Ce qui est dément. Donc, il n'y a que les gros points qui comptent. Et comme tu le disais, voilà, en tout cas, Mathieu a quoi qu'il arrive une saison qui est assurée encore en 2026 sur le PGA Tour. Donc je pense moi qu'il va bien rebondir. Je sais qu'il a toutes les armes pour. Et moi j'aime beaucoup ce garçon. On se permet aussi de toute façon de parler d'eux parce que la majorité d'entre eux on les connaît. Donc c'est assez facile. On les a aussi côtoyés pendant les tournois mais aussi en dehors des tournois. Donc on les connaît aussi personnellement et je sais qu'humainement, Mathieu, c'est une super personne, moi que j'adore profondément, je le dis pas pour faire plaisir aux autres, je le pense sincèrement. Et je sais qu'il va rebondir l'année prochaine, je sens qu'il va avoir toutes les armes pour pouvoir envoyer du lourd en 2026. Ouais, et puis il a eu, voilà, même si quand on regarde de l'extérieur, on pourrait se dire qu'il y a eu une progression assez linéaire et normale, mais bon, il a Linéaire dans le connu. golf, je pense pas que ça existe. On se rend Non, mais compte que tu le sais, côté linéaire. il est passé pro, il est assez vite monté, alors qu'il venait de rater, il avait raté pour 5 euros, rappelle-toi la montée de Ouais, l'Alps Tour au Challenge Tour, mais il était allé choper la KT par les cartes, ensuite il ouais. a très bien joué sur le Challenge Tour, ensuite quand il est arrivé sur le Tour, il avait très vite toqué à la porte en faisant troisième, je crois, au Scottish en 2017. Mm. Et puis il s'est installé progressivement comme un joueur de plus en plus confirmé sur le Tour européen pour ensuite y aller. Enfin, il a fait face à l'adversité, mais c'est peut-être le premier gros coup d'arrêt pour lui dans sa carrière. Oui. Mais il a déjà quand même dû faire face à l'adversité plus d'une fois, comme tous les golfeurs de ce niveau-là et de très haut niveau. C'est des Rory McIlroy qui ils sont à peine pro et sont top 10 mondial et ils n'en bougent plus. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc tout le monde doit faire face à ces Ouais. moments un peu plus difficiles. La saison, ouais, a été longue pour lui, mais pas inquiet sur le fait qu'il va mettre les choses à plat avec tout son entourage, avec les personnes en qui il a confiance pour pouvoir faire une bien meilleure saison 2026 que 2025. Oui. Alors, on va passer à notre deuxième joueur aussi, qui est sur le PGA Tour. Donc, Victor Pérez. Victor Pérez, bon, qui, pour moi, a pas l'âme du joueur américain, mais c'est certainement l'un des plus américains de nos Français, si je puis dire. J'ai eu la chance de faire les débuts sur le Challenge Tour avec lui. Et c'est vrai que lui, quoi qu'il arrive, il se voyait tout de suite se dire, non mais moi c'est le PGA Tour, quoi. On va dire que le Challenge Tour à l'époque, quand on y était, il me semble c'était 2016, était plus un tremplin. Son objectif c'était d'aller directement sur le PGA Tour et je le sentais mais tellement déterminé que du coup ça ne m'étonne pas là où il est actuellement. Donc il a fait 7 ans pour l'instant sur le DP World Tour. Je crois que c'était au bout de combien d'années où il a réussi à aller sur le PGA Tour parce qu'il me semble qu'il a fait, qu'à un moment il avait fait une très bonne année sur le DP World. Il était allé faire quelques tournois du PGA Tour. À l'époque, il n'y avait pas cette catégorie qui Ouais. était que les 10 premiers joueurs du DP World non exemptés au classement final étaient du coup upgradés, on va dire, sur le PGA Tour. Donc il y avait cette catégorie qui n'existait pas avant. Maintenant, ça fait, il me semble, 3 ans que cette catégorie existe, quelque chose comme ça. Ça doit être la troisième année cette année, ouais. Voilà. Et donc voilà, il avait fait déjà quelques tournois du PGA Tour il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, il me semble. Et ensuite, du coup, il est parti sur le PGA Tour, où cette année, voilà, il est 109e du coup du classement final. 109e qui lui permet pas pour l'instant de conserver un plein droit de jeu sur le PGA Tour l'année prochaine. Donc du coup, il est actuellement sur ses derniers tournois qui se jouent. Là, je crois qu'il est actuellement, on est sur le deuxième tour aujourd'hui des Final Series, des Fall Series, excusez-moi. Donc il y a eu des très bons résultats parce que cette année, il y a eu quand même 7 top 25, donc ça a prouvé quand même une belle régularité, je trouve. Il y a eu un top 10 qui était au RBC Canadian Open, donc il y a eu des super résultats. Mais encore une fois, on voit que sur des top 25, sur des cuts passés, bah, ça suffit pas en fait pour pouvoir conserver. Donc la régularité, si on veut de passer des cuts, ne suffit pas, surtout sur ce circuit-là. Ah, il faut faire des gros pets. Il faut faire des gros Voilà. pets, une neuvième place, comme tu dis, au Canada. Il faut faire une petite quatrième place à un moment. Mais bon, c'est concurrentiel, quoi. C'est Bah ouais, hein. concurrentiel quand tu joues le PGA Tour. Même un petit tournoi du PGA Tour, c'est un très haut niveau de jeu. On le sait bien, c'est 4 tours. Hein, c'est pas un petit one-shot ou un petit 36 trous dans la journée. Donc voilà, il a encore
comme tu dis, il a encore prouvé qu'il y avait sa place par son niveau de jeu moyen, et comme s'il avait manqué un petit truc dans ses meilleures semaines pour faire encore mieux que ce qu'il avait fait, quoi. Mais on est sur un joueur qui s'est américanisé, je trouve aussi, et qui, on le sent à sa place là-bas, donc on a envie d'en voir plus de Victor Pérez sur le PGA Tour parce que tu sens qu'il y est, quoi. Tu sens qu'il y est. Ouais, moi je me souviens à l'Open de France, on avait une discussion, et il cherchait un mot basique par exemple, tu vois, je dis n'importe quoi, par exemple pomme, et tu sais, il disait Apple, il disait mais comment on dit déjà en français? Ah oui, pomme, oula, donc tu vois, donc tu sentais que c'était déjà en mode, tu vois, je suis américain. Microsoft en français on dit. Exactement. Donc voilà, on va savoir d'ici quelques jours ce que va donner Victor Pérez pour l'année prochaine, parce que 109e, quoi qu'il arrive, il conserve une catégorie l'année prochaine. Mais après, c'est vrai que la catégorie de jeu, je pense, n'est pas extraordinaire. Donc du coup, voilà, il va peut-être savoir. Ouais. Il va savoir au dernier moment peut-être sur quel tournoi il va rentrer. Et au bout d'un moment, ça peut être aussi un coup de poker. C'est-à-dire quand vous n'obtenez pas une pleine catégorie pour l'année d'après, oui, vous êtes appelé au dernier moment, vous n'allez pas pouvoir jouer tous les tournois. Et donc du coup, sur les tournois où il faut G, il va falloir être performant tout de suite, sinon malheureusement l'année d'après c'est toujours compliqué. Donc voilà. Et notre troisième Frenchie, je te le lance parce que toi tu le côtoies très souvent, même si on le connaît très bien et que c'est en l'occurrence un joueur qui est venu sur les Tontons Golfeurs, mais que même si j'ai fait 2 années à la Boulie et que je l'ai côtoyé ensuite chez les pros, toi tu le côtoies très souvent, vu que son grand frère est aussi un de tes meilleurs amis. Mais le troisième Français du PGA Tour cette année, c'était Antoine Rosner. Ouais. Donc Antoine, première année sur le PGA Tour, grâce à sa place l'année dernière à la Race to Dubai. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais de la saison d'Antoine, c'est ça qui va être assez on va dire, ambigu. Moi, je trouve que la saison est pas si mal. Pourquoi ? Parce que il fait 15 cuts sur 20. 15 cuts sur 20. Pour une première année. Exactement. C'est 75% des tournois, pour ceux qui font des mathématiques. Mais il termine 148e. Donc, il termine assez loin dans l'ensemble. La problématique, comme on disait, c'est que lorsque vous ne faites pas des top 20, des top 15, des top 10 même, vous marquez peu de points. Donc, au final, il a quand même eu une saison qui était plutôt correct, mais derrière, du mal à concrétiser sur les week-ends. Il y a eu, effectivement, alors moi, Antoine m'a demandé de s'occuper de lui au putting depuis le début de l'année. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est partie mécanique du putting. Il a son autre coach de putting qui a plus axé performance, qui s'appelle Jon Carlson, qui lui, on est assez complémentaires d'ailleurs, on discute ensemble par rapport à tout ça, donc c'est toujours très agréable. Mais Antoine a eu beaucoup de mal à s'adapter en fait à l'herbe qui était aux États-Unis. Alors autant l'herbe pour chipper, le chipping a jamais été l'un de ses points forts, mais c'est vrai que l'herbe est extrêmement différente aux États-Unis par rapport à l'Europe, que ça soit sur les greens ou que ça soit autour des greens. Et c'est vrai que ça a été compliqué, les greens étaient plus rapides, il y avait parfois beaucoup plus de grains que d'habitude, et c'est vrai qu'il a rencontré pas mal de problématiques à ce niveau-là, parce que l'ensemble de son grand jeu a été plutôt performant. On sait qu'il frappe extrêmement fort, qu'il a un jeu de fer qui est très performant, mais effectivement, autour des greens et sur les greens, c'est là où ça a été un petit peu plus compliqué. L'adaptation a été dure. On voit d'ailleurs de toute façon, dès qu'on compare ses stats en Europe au niveau du chipping et du putting, elles n'ont rien à voir avec ce qu'il y a aux États-Unis. Donc en fait, il y a vraiment une adaptation qui est assez compliquée dans ce système-là et qui lui a malheureusement causé des petits soucis. Je sais que on en avait déjà parlé avec Mathieu et Antoine en a parlé à Mathieu en disant que véritablement le chipping sur le PGA Tour était tellement différent de ce qu'il y avait en Europe et qu'on apprend véritablement à chipper lorsqu'on se retrouve sur les tournois qui sont là-bas. Alors après, les Américains, ils sont directement aux États-Unis, donc ils ont l'habitude de chipper sur leur herbe à ce niveau-là. Mais dès qu'il y a un Européen qui va par exemple monter directement sur le PGA Tour et qui a peut-être moins l'habitude de ces herbes-là, c'est là où la difficulté est un peu plus difficile. On sait qu'Antoine, en plus, a beaucoup d'expérience. Il a quand même 3 victoires sur le DP World Tour. Donc, il y a quand même toute cette expérience. Mais l'adaptation, c'est vrai, n'est pas forcément évidente d'un point de vue professionnel. Rappelle-toi bien, à notre échelle, vu qu'on l'a vécu ensemble, et en l'occurrence, les trois tontons golfeurs étaient là-bas. Sawadee Cap. Sawadee Cap, Sabadi, mate. Voilà.
C'était pour vous demander bonjour et comment ça va en thaïlandais. Et Sawadee Mai, c'est bonne année. On vous le fêtera dans 1 mois et demi. Et Melou, ça veut dire pas de problème. Je savais pas, voilà. Tu parles mieux que moi. Et quand on était allés donc tous les trois, et en plus on était que tous les trois, donc c'était vraiment, c'est peut-être là qu'est née l'idée des tontons golfeurs. Exactement. Et on était allés passer les cartes asiatiques en Thaïlande du coup en 2014. Et ça a été notre première vraie grosse expérience de changement d'herbe justement là-bas, là où tu te rendais compte qu'en fait même toi qui étais un très bon chipper, bon t'as vite chopé le truc, mais t'as eu besoin de quelques jours de ok, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de prendre la balle, dans ma posture, est-ce que ça peut être la vitesse de swing, est-ce que ça peut être l'amplitude, l'angle du shaft, l'ouverture de la face, qu'est-ce que je dois faire pour la prendre, parce que cette herbe elle est différente quoi. Pour ceux qui aiment bien faire un peu de golf tourisme et compagnie, qui sont déjà allés au Maroc, qui sont déjà allés au sud de l'Espagne, qui sont déjà allés à l'île Maurice, vous avez dû remarquer que l'herbe est un peu différente et que de temps en temps, vous pouvez plus mettre un grand coup de putter de l'extérieur du green parce que l'herbe elle est trop épaisse, ou du rough, la balle elle s'enfonce, beaucoup plus qu'en Europe. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que les joueurs américains ou les joueurs, par exemple, asiatiques, quand ils viennent en Europe, ils ont aussi cette problématique de s'adapter à l'herbe qui pourtant nous paraît relativement simple vu que c'est celle sur laquelle on est né et qu'on a l'impression que c'est du gazon normal quoi. Mais en fait eux le gazon normal pour nous c'est un autre gazon par rapport aux conditions climatiques donc voilà, il y a besoin de s'adapter et c'est assez intéressant d'avoir ces insights justement que tu as d'Antoine parce que je suis assez d'accord avec toi, 15 cuts sur 20 ça prouve quand même un niveau de jeu moyen parce qu'on parle très souvent des cuts mais parce qu'en fait c'est tellement les meilleurs joueurs du monde sur le DP World Tour et sur le PGA Tour ou sur le LPGA pour les filles que en fait faire un cut ça atteste déjà d'un certain niveau de jeu. Et oui, c'est 4 tours, c'est long. Et non, il n'y a pas que les Français qui jouent mal le week-end. Ça, je suis désolé. C'est parce que vous ne regardez que les Français. Si vous preniez que les Espagnols toute une année, vous auriez le même constat. Si vous preniez que les Anglais, vous verrez qu'il y a plein d'Anglais qui ne jouent pas bien le week-end. Mais c'est juste qu'on regarde que les Français parce que c'est ce qu'on a envie de voir. Mais en fait, faire des cuts, alors c'est pas bien, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, ça valide quand même un certain niveau de jeu il suffit que ça se goupille et que ça tourne. Et ça peut faire des top 10 à tour de bras, en fait. Exactement. Donc, je suis assez d'accord avec toi. La saison d'Antoine, elle est frustrante. Elle est frustrante parce qu'on aimerait le voir une deuxième année, en fait, sur le PGA Tour. Parce qu'on se dit, la deuxième année, avec justement le niveau de jeu qu'il a et sa capacité à quand même quasiment faire la carte du Tour européen en 7 tournois cette année. Ça prouve que le mec, il est au-dessus du lot. Ça prouve qu'il a fini 117e ou 118e de la race ou un truc comme ça. Mais ça, en 7 tournois, ça prouve que le mec, il est au-dessus du lot. Il y a des mecs en 25 tournois, ils n'y arrivent pas, ou en 30 tournois, ils n'y arrivent pas. Ouais. Donc, alors, petit rappel aussi vis-à-vis de ça, c'est que 117e place à la Race to Dubai ne permet pas de conserver la catégorie sur la Race to Dubai, mais le PGA Tour et du moins le DP World ont mis en place une règle comme quoi les joueurs qui ont été sur le PGA Tour et qui ont fait un certain nombre de tournois, s'ils reviennent en Europe, puisqu'ils perdent leur carte sur le PGA Tour, ont quand même une pleine catégorie de jeu sur le DP World Tour, bien évidemment, parce que si vous faites une mauvaise saison sur le PGA Tour et que vous vous retrouvez sans catégorie de jeu, limite à devoir retourner sur une deuxième division européenne ou une deuxième division américaine, voilà, ça serait un petit peu difficile. Donc pas de panique pour Antoine si jamais en tout cas ce dernier tournoi ne se passe bien, il aura quand même plein de droits de jeu sur le DP World l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. 20 minutes pour parler de 3 joueurs, Antoine. Vu le nombre de joueurs qu'on a, on va peut-être un tout petit peu accélérer. Heureusement que Kevin n'est pas là. Sinon, c'est vrai que... Parce que sinon, on en serait à 46 minutes. Ça serait tout aussi sympa, hein, mais je voudrais qu'on reste de ce côté-là de l'Atlantique. 2 secondes avant de traverser l'Atlantique. Pour parler du coup, il y avait le même nombre de filles sur le LPGA Tour. Donc pareil, comme pour les mecs, on va les citer. Donc c'était Céline Boutier, Pauline Roussin-Bouchard et Adela Sernouzek qui jouaient donc à temps plein sur le LPGA Tour. Rappelons quand même qu'Adela Sernouzek avait très très bien joué en 2024 sur un majeur en étant amateur.
Donc, ce qui veut quand même dire que c'était sa saison de rookie chez les pros et elle était directement sur le LPGA, ce qui est quand même assez impressionnant, même si elle a vécu une saison très compliquée. Je n'ai pas d'infos particulières pour, on va dire, le justifier ou quoi que ce soit. Donc, très difficile d'entre guillemets juger. Mais bien évidemment, quand on voit une fille qui est capable d'être, il me semble qu'elle était même pas loin d'être en tête d'un majeur aux États-Unis l'an dernier en tant qu'amatrice pendant un tour, je crois. Ouais, j'ai pas la formation, mais si ça te dit quelque chose, Quand tu es capable de faire ça, même sur un tour, c'est là, niveau attestation de niveau de jeu, on y est quand même pas mal. Donc petite mauvaise surprise en tout cas pour elle cette année. On espère qu'elle va faire une très bonne saison. Non, mais ce qui n'est pas évident, surtout dans sa situation, c'est que des joueuses comme elle, si jamais, par exemple, elles ne font pas un bon début de saison, il y a en fait un re-ranking qui est fait dans la catégorie. Donc un reclassement dans la catégorie. Ouais. Exactement. Donc, quand on voit, par exemple, des joueuses comme Céline Boutier, elle a, entre guillemets, le choix vu les tournois qu'elle a gagnés. Mais Céline Boutier, par exemple, et Pauline Roussin-Bouchard ont joué 21 tournois, alors qu'elle en a joué 13, puisque le début de saison n'a pas été assez bon. Donc, c'est ça qui est pas forcément évident. D'ailleurs, je trouve ça vraiment difficile parce que, entre guillemets, tu fais une très belle saison l'année dernière, tu mérites, si tu veux, ta place, mais tu la mérites pas encore complètement parce que on peut te dire à tout moment, non, tu fais pas un bon début de saison, attention, on va te mettre dans le bas de ta catégorie, tu vois. Sinon, c'est ça qui est difficile. Les circuits sont protectionnistes en fait vis-à-vis en fait de ceux qui sont déjà installés. Mais ça s'entend aussi un petit peu. Donc, les mecs, ceux qui ont joué la saison pleine et qui du coup ont une pleine catégorie pour l'année d'après sont prioritaires. Tes anciens membres, ceux qui ont déjà gagné beaucoup de tournois, ils sont prioritaires. Alors après, ça fait que du côté des garçons sur le DP World Tour, vu qu'on a beaucoup regardé, il y avait des espèces de catégories qui étaient créées tout le temps pour être sûr que certains joueurs ne prennent pas leur retraite. Ouais. Et l'exemption de la truc de Nani, de Nana, il y en a beaucoup qui vont voir ce dont je parle et de qui je parle. Je vais pas mettre de nom. Mais il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été un peu trop protégés. Et c'est vrai que ça, c'est un peu néfaste pour ceux qui montent, ceux qui arrivent. Ouais. Ensuite, Pauline, on va en parler avec des pincettes parce qu'elle joue encore. Sa saison n'est pas terminée. Elle est actuellement... si dans les tontons golfeurs, de temps en temps, on est un peu vulgaire. Donc pour l'instant, elle est à la place du con. Parce que c'est le top 80 qui garde la carte sur le LPGA et qu'elle est 81e. Mais il y a encore 2 tournois à jouer. Aujourd'hui, elle a quand même fait déjà ses 2 meilleurs résultats de l'année. C'est une 3e place, donc waouh quand même. Elle a fait une 10e place en majeur au KPMG. C'est une fille qui a quand même déjà gagné aussi 2 fois sur le LET, qui était numéro 1 mondial chez les amateurs. Donc, pareil, on a envie de... Allez Pauline, montre-nous tout le golf que tu as en toi. Là, sauve-toi sur ces 2 tournois, on te le souhaite. Mais pareil, tu as envie de... Allez, t'as envie de voir encore mieux venant d'elle. Parce qu'en plus, je la connais pas personnellement, mais elle a l'air assez attachante et assez passionnée. Donc t'as envie de voir quelque chose de plus, je trouve, chez cette fille. Ouais, exactement. Donc voilà, il faudra attendre 2 semaines pour voir un petit peu ce que ça donnera pour elle. Et on croise les doigts pour que cette fin de saison se passe comme elle le souhaite. Et enfin, nous avons Céline Boutier. Céline Boutier, je pense que maintenant, on la connaît, hein, on va pas se mentir. Mathieu a pris de la lumière l'an dernier, mais c'était le vrai fer de lance en fait, du golf français. Ouais, exceptionnel. Saison qu'elle fait là depuis maintenant quelques années. Là, cette année, elle est actuellement 19e à l'ordre du mérite du LPGA Tour. Elle a fait 19 cuts sur 21. C'est énorme quand même. Elle fait partie des joueuses qui ont fait le plus de cuts. Je crois qu'elle fait partie des 5 meilleures joueuses ayant fait autant de cuts. Donc c'est juste... Là, on est en fait sur un taux de régularité qui est fabuleux. On est sur en plus des résultats qui sont génialissimes. On n'a pas de victoire. Ok, 5 top 5 en 2025, c'est bien, mais quand même une 2e place aux États-Unis au Mizuho Americas Open. Là, on est vraiment dans ce qu'on parlait, dans ce qu'on recherche pour pouvoir obtenir un certain nombre de points importants, de points mondiaux, parce qu'actuellement, elle est 19e mondiale en plus, même si elle a déjà été mieux que ça. Elle a été 2, je crois. Au mieux, elle a été 2, je crois.
Donc voilà, après c'est normal, c'était je crois en 2023 ou un truc Fin comme ça. 2023, elle était deuxième mondiale, je crois, ouais. Voilà, parce qu'elle a eu 6 victoires sur le LPGA en 2023, dont un majeur. 4 victoires en 2023. Elle a 6 victoires au total, mais elle a 4 Oui, victoires oui, en excuse-moi, 2023. exactement, ouais, c'est ça. Dont Dont un The majeur. Amundi Evian Championship en 2023. Ouais. Première française à remporter ce tournoi-là. Et pas avec un ou deux points d'avance, hein. De mémoire, elle avait gagné Ouais, avec ouais, 5-6 points, c'était ouais, vraiment j'arrive et puis... Ce qui est incroyable non pas avec Pauline, avec Céline, c'est qu'aujourd'hui elle est 19e mondiale, elle a fait 5 top 25 elle a fait 5 top 5 en 2025 pardon, dont une deuxième place, elle est 19e du classement et elle est tellement rentrée dans ce cercle des toutes meilleures joueuses du monde que quand on entend les gens parler de la saison de Céline, les gens sont déçus. Ça me fait halluciner. Elle a un peu moins été performante, mais on parle de la 19e joueuse sur le LPGA, la 19e joueuse mondiale. Enfin, c'est hallucinant. C'est juste qu'elle a mis des standards qui sont tellement élevés qu'en fait, maintenant, on arrive presque à être déçu de ça. Mais il faut se réjouir, en fait. Déjà, si elle était pied au plancher et qu'elle était à ces résultats-là, on pourrait qu'applaudir. Donc oui, elle a déjà montré mieux. Mais une carrière, c'est pas linéaire, tout vers le haut ou tout plat. Cette année, c'est entre guillemets, avec des énormes pincettes, un peu moins bien, mais le standard du golf professionnel, c'est pas sa saison 2023. De 4 victoires, un majeur, deuxième mondial. Enfin, il y a quasiment personne dans l'histoire qui a maintenu un tel niveau de jeu. Ce qui est inquiétant, c'est si elle avait fini 60e du classement. Si elle était redescendue 80e mondiale. Ouais, là, c'est vraiment mince, quoi. Là, il y a un vrai pas en arrière. Mais là, elle est juste dans... Hop, c'est pas elle qui a levé le pied, c'est ses résultats ont un peu levé le pied avec des grandes pincettes. On peut que se réjouir de se dire, allez, peut-être que 2026, elle va nous refaire une 2023, en fait. Voilà, et je suis sûr que si on lui pose la question, elle va dire non mais attends, c'est une très bonne saison dans l'ensemble. Peut-être que le petit i qu'elle va mettre, ce petit truc cette semaine-là. cette victoire, juste une ouais. victoire, tu vois, exactement. Mais il faut savoir déjà que une victoire par an, essayez de faire le total. Si déjà vous restez 20 ans sur votre circuit, sur un circuit comme le LPGA Tour, vous faites une victoire par an, au bout de 20 ans, vous avez 20 victoires sur le LPGA Tour, ou vous pouvez faire la même référence avec un joueur du DP World, 20 victoires en 20 ans, je peux vous assurer que vous faites partie des top 15, top 20 des meilleurs palmarès sur le DP World. Ouais, 20 victoires, donc c'est pour ça que Céline joue extrêmement bien, la saison est superbe. Ok, une petite victoire pour apporter une petite touche, mais connaissant Céline dans la façon d'aborder ses tournois, le fait qu'elle est très humble et très juste sur toutes ses analyses et tout, je peux vous assurer que pour elle, elle va dire ma saison a été plutôt bonne, juste une victoire en plus serait concrétisée. Donc voilà. Ouais, complètement d'accord. Allez, tu prends l'avion, c'est bon. Toi, t'es blindé, donc business class de toute façon, donc tu vas D'où passer je suis un vol. blindé. Regarde, je fais actuellement l'épisode des tontons golfeurs dans une cave et je suis pour la blindé. vidéo, c'est pas terrible la cave. Ma femme m'a engueulé, elle m'a dit tu descends. Je dis ok, je vais à la cave, ça marche. Non, je plaisante, c'est juste que. On va traverser l'Atlantique Ouais. pour arriver à Roissy-Charles de Gaulle et parler du DP World Tour qui est donc en cours d'achèvement au moment là où on enregistre, on vous le rappelle. Quand on a commencé l'enregistrement, Martin était -2 pour la journée, -1 total, 39e je crois, et Adrien faisait une bonne journée, il était -5 sur la journée. Bon, en tout cas, c'est les deux joueurs dont on a quand même envie de parler, même si on ne va pas y rester 3 heures sur l'épisode, hein, mon petit Tonio. Oui. Deux profils complètement différents, Martin et Adrien. Adrien installé sur le Tour européen, en fait, depuis le début de sa carrière, parce qu'il avait chopé la carte pour sa première année pro, il y a longtemps. Donc il était passé de amateur, très bon niveau amateur, à directement Tour européen. Et ensuite, il y a eu pas mal d'années de yo-yo entre le Tour européen et le Challenge Tour, comme s'il était presque trop fort pour le Challenge Tour et pas assez pour le Tour européen. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui, avant cette saison, a fait 87e puis 64e de la race. Donc ça faisait 2 ans qu'il était dans cette phase de progression. Et puis cette année, une explosion au plus haut niveau. Inattendu, c'est pas le bon mot, parce qu'on le connaît très bien. Moi, depuis très longtemps, vu qu'on était dans la même ligue, à l'arrière du minibus, quand il avait 11 ans, je le vois encore. Il sait très bien, s'il nous écoute, de quelle vanne j'aurais envie de dire à l'arrière du minibus
où il nous faisait suer à raconter des pubs. Et en fait, il y a eu donc cette progression linéaire et tout. Et cette année, bah voilà, c'était waouh quoi. Il y a que waouh et pas on l'attend de pied ferme sur le PGA Tour, on a des attentes en lui et pas l'année prochaine c'est l'année de la confirmation. Non, on s'en fout. Il est confirmé déjà. C'est juste waouh. Tu gagnes ton premier tournoi au bout de 200 tournois, ça prouve l'abnégation qu'il y a eu dans tout ce qu'il a fait. Il a eu un moment dans l'année là où tu as l'impression qu'au bout de 2 tours ou 3 tours ou 1 tour, il était toujours dans le top 5 des tournois. Enfin, un niveau de jeu et une immersion dans le plus haut niveau européen, voire mondial, vu qu'il fait quand même partie maintenant du top 80 mondial. Franchement, tu mets un genou à terre, tu t'inclines et bravo Adrien, quoi. Et puis, continue ton bout de chemin. Tu vas découvrir le PGA Tour, t'en rêves depuis que t'es gamin. Waouh, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que waouh, je trouve. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis très content pour Adrien de voir effectivement qu'après sa victoire, tout s'est très bien enchaîné. Il a surfé sur cette belle vague de confiance qui a concrétisé derrière, a failli gagner aussi le BMW PGA Championship. Il a été en playoff avec Alex Noren. Donc tout ça a été d'une belle concrétisation. Quel tournoi, le retour, les 9 derniers à jouer sous la pression d'un dimanche pour potentiellement gagner le tournoi, pour avoir eu la chance de jouer 3 fois ce tournoi. Et d'avoir été un moment en position le samedi, vu que je menais le samedi devant Rory, Tommy, c'était sympa. Mais moi, justement, j'étais pas assez armé. Peut-être golfiquement, si, mais mentalement, j'étais pas assez armé pour affronter une telle pression sur un tel parcours. C'est-à-dire les shots qu'il a tirés sur le retour à Wentworth pour gagner le tournoi. Non, mais quelqu'un qui est capable de supporter cette pression-là, tu peux que t'incliner et dire bravo, en fait. Ouais, mais tu sais quoi, moi, alors, bizarrement, tu sais, moi je trouve qu'Adrien, c'est quelqu'un, qui fait pas beaucoup de bruit, je veux dire, tu vois. Il y a autant des personnes qui sont très expressives et qui sont, qui prennent de l'espace, mais c'est pas négativement quand je dis ça, tu vois, qui sont très présentes. Et je trouve qu'Adrien, c'est quelqu'un qui fait son bout de chemin, sans trop parler. Quand je le vois, tu vois, j'étais allé voir l'Open de France, tu vois, tu sens qu'il fait le job, tu vois, il est là, il reste assez discret, je trouve, et par ses résultats, il y a que les résultats qui parlent, il fait parler lui par les résultats, et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça génial, moi, Adrien, je t'aime. Voilà, c'est tout. Non mais je t'aime, tu vois, je veux dire, on partage beaucoup de choses aussi, parce qu'on parle, tu vois, de nos enfants respectifs, donc tu vois, Je sais qu'il t'apprécie, mais il préfère le fromage et la côte de bœuf. Et la bonne raclette aussi, hein. Ça, la Savoie, ça lui parle. Ça. Je peux comprendre ça, ce genre. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très content, très excité de cette année pour Adrien qui va arriver sur le PGA Tour. Et bien évidemment, on rappelle son classement mondial, 76e mondial, et qui est du coup le numéro 1 français cette année avec le paquet d'argent qu'il a emmagasiné, bien évidemment. Ça, c'est important de le dire. Allez, parle-nous de cette rookie season sur le Tour européen de Martin Couvra. De Martin, voilà. Martin Couvra qui fait sa première année sur le DP World Tour et qui fait une superbe saison. Voilà, une superbe saison. On va pas le dire. Attends, première victoire en Turquie. On rappelle que Martin est jeune. Martin a 21 ans, quelque chose comme ça, c'est ça, ou 22 ans Ouais, Martin, il doit être de 2004, un truc comme ça. Ouais, donc rookie en même temps très jeune joueur. Moi, pour avoir parlé un petit peu avec Mathieu Santeur, qui est l'un de ses entraîneurs, Martin est un joueur qui est d'une régularité incroyable. Alors voilà, jusqu'à sa victoire, effectivement, où il a fait d'excellents résultats, il est très régulier. Il a eu effectivement, depuis sa victoire, un petit coup de mou, qui fait qu'après sa victoire, on pensait tous que ça y est, la montée sur le PGA Tour va être validée. Il a continué à bien jouer encore pendant quelques semaines. Bien sûr. C'est plus à partir de juillet que ça a été moins bien. J'avais noté que justement, il avait vraiment eu un premier semestre et un deuxième semestre. Quand même, il avait fait 6 top 5, une 7e place, tu vois, sur tout le premier semestre, plus sa victoire. Hein. Donc c'est quand même
hallucinant de salut les gars, je viens d'arriver sur le tour européen, mais je suis plus fort que vous. C'était vraiment ça. C'est genre, je suis trop fort pour ce circuit. Voilà, je vais vous déposer là. Moi, je vais partir de l'autre côté et puis à bientôt. Hein. Et ensuite, c'est vrai, un petit passage à vide. Il a eu un passage de 7 tournois là où il a raté 6 cuts de début juillet à fin septembre. Mais il stoppe ça par une 13e place à Wentworth. Donc pareil, qui est quand même un parcours qui est très exigeant. Oui, si jamais, là, il n'est pas très bien parti à la finale, si jamais il ne monte pas sur le PGA Tour, je pense qu'elle est dans cette période-là, là où il lui aura manqué des points. Mais bon, quelle saison, quoi. Et je pense que surtout, c'est que si jamais il ne monte pas sur le PGA Tour, il va le prendre avec beaucoup de philosophie en disant oh, ça va, je termine top 20, top 25 de la Race to Dubai, c'est ma première année, avec une première victoire. Je veux dire, c'est pas lui rendre service, entre guillemets, peut-être de se dire qu'il va pas monter sur le PGA Tour tout de suite, mais ce qui est aussi sympa, c'est d'emmagasiner énormément d'expérience. Et quand je vois le niveau qu'il est capable de développer pour une première année et à son âge, je me dis que l'année prochaine ou les prochaines années, ben, ça va être meilleur que ça, voire aussi bon. Tu vois, donc ça sera pas négatif, je veux dire. Je pense pas qu'il le prendra négativement de ne pas monter sur le PGA Tour. Tu sens que sa mission, c'est d'être le meilleur possible. Et donc, du coup, c'est pas une question de date butoir de cette année, de l'an prochain, de dans 3 ans. C'est pas ça la date butoir. La date butoir, c'est la fin de carrière. Donc, tu sens qu'il est dans son truc avec son équipe. Je fais un clin d'œil à quand même un peu toute son équipe que je connais bien, dont Mathieu, avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps, et avec Olivier Elizondo, son caddie, que j'apprécie tout particulièrement. Mais tu sens qu'il est dans son équipe, qu'il l'ajuste, tu vois, pour la faire progresser, que lui, il essaie de progresser sans cesse. Et puis en fait, il a une ascension qui est fulgurante, mais qui était presque prévisible, de tellement ça fait des années qu'il fait du bon boulot, et que il est quand même si ça ne suffit pas à haut niveau, mais il est quand même pétri de talent, et ça fait un bon moment qu'on se dit, tiens, le petit blondinet là, attention, ça joue très très fort. Enfin, là, il a mis un coup de massue quand même en arrivant sur le DP World, en faisant une saison aussi bonne que ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si, en tout cas, on s'attendait à ce que, comme tu dis, le petit blondinet, hein, ça c'est très mignon et très gentil hein, de l'appeler comme ça, mais de le voir faire une performance aussi incroyable, je trouve, cette année. Moi, je ne le connais pas assez bien personnellement, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait une personne qui arrive. Et d'un côté, de façon, c'est un peu, si on veut, ce qui est fantastique dans notre sport, c'est qu'on peut avoir des personnes qu'on n'attend pas forcément, voilà, et qui arrivent et boum, ils sont en train de faire une pleine explosion. Voilà, je parle de Martin. À ce point, aussi vite, moi, j'étais sûr que ça arriverait. Pour l'avoir beaucoup côtoyé, j'étais sûr que ça arriverait. Mais franchement, aussi vite, c'est difficile de prévoir aussi vite. Hein. Ouais, c'est... hallucinant, donc moi je trouve que il n'y a que du positif à retenir dans cette saison. Encore une fois, elle n'est pas terminée, il y a encore 2 jours et demi à faire, on espère que cela se passera bien, il va falloir qu'il sorte un très très gros week-end, faut le dire, un week-end... Et on lui souhaite, et il en est capable. Bien sûr, exactement, donc tout est capable sur ce parcours, il y a des gros loups qui sont devant, donc il va falloir aussi assumer, mais en tout cas il est largement capable de pouvoir aller chercher un excellent week-end, ça c'est certain. Prochain, notre petite langouste. Langouste, son surnom. On va pas ensuite pouvoir parler de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs dont j'aimerais qu'on développe un petit peu. Donc Langouste, bien évidemment, c'est Romain Langasque. Ouais. Romain Langasque qui, ça fait 8 ans qu'il joue le DP World Tour. C'est, comme il l'a dit lui-même sur Instagram il y a quelques jours, c'est une saison qui est en deçà de ses attentes. Il me semble de souvenir qu'il a même utiliser le mot de décevante. Rappelons-nous quand même qu'il a fait 63e de la Race to Dubai. Pour une saison décevante, ça prouve en fait à quel point le mec est installé sur le DP World Tour et à quel point le niveau de jeu moyen du gars est élevé. Il faut pas taper sur nos joueurs. On l'a déjà dit dans l'épisode. C'est pas linéaire, une carrière, c'est pas que vers le haut. Et en fait, 63e de la Race to Dubai sur une saison que lui caractérise comme décevante, encore plus vu qu'il avait commencé par une 2e place. Il faut pas avoir les attentes à la place du joueur. Donc lui, il sait là où il veut aller.
il fait une mauvaise saison pour lui, il fait 63e. Bon, bah, t'as envie de dire, allez, mon pote, quoi, vivement 2026, quoi. Bien sûr. Mais de pas du tout, bah ouais, on aurait aimé le voir faire mieux que ça encore. Il a gagné déjà. On a envie de le revoir gagner. Mais bah, c'est pas facile. Donc encourageant parce que c'est une saison décevante et que c'est pas la catastrophe, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, je sais que son niveau de jeu voilà, peut le faire bien mieux jouer, hein. Il y a une certaine régularité, hein. Je veux dire, le nombre de saisons qu'il a fait dans le top 70 de la Race to Dubai, je crois qu'il a quoi? Il y a 7 saisons dans le top 70 de la Race to Dubai, donc il n'y a pas un Ouais, moment. t'imagines? Il a été en danger, enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui se battent pour essayer de conserver la carte. Parce que Lui, c'est très dur sur une mauvaise saison sur le DP World Tour de garder sa carte. hmm, toi, C'est tu l'as très été, dur. donc tu peux juger, mais. C'est quand tu joues pas bien. Alors quand tu joues pas bien, toute proportion gardée, mais parce que si tu joues très mal, bien évidemment que tu vas pas la garder. Mais quand tu Ouais. joues moyennement, bah, le putt pour faire le cut, il est un peu plus important que d'habitude. Le putt au 16, le putt d'1,50 m pour le par ou pour birdie ou pour bogey ou quoi que ce soit, le dernier jour, bah, il est un peu plus important que d'habitude. Donc mentalement, quand tu joues moins bien, c'est vraiment un métier qui devient difficile pour garder son job en fait. Ouais, bien sûr. Oui, on est des privilégiés d'être golfeurs professionnels et de voyager pour jouer au golf et d'être payé quand on joue bien. Mais c'est aussi beaucoup d'attentes parce que bah, chaque année, on a des espèces de CDD qui, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont être renouvelés en fait. Mm. Donc ouais, c'est une mauvaise saison et finir 63e de la Race to Dubai. Bah bravo et vivement 2026 en fait. Tout va bien, exactement. Ouais. On va pas pouvoir faire le descriptif de tout le monde. Mm. Je voudrais juste qu'on aille s'arrêter sur un ou deux joueurs qui attirent mon attention sur justement, on aurait des petites choses à dire. On va quand même juste dire rapidement sur Hugo Cousso qui se maintient aussi sur le DP World Tour avec une 64e place à la Race to Dubai. Super ball striker et on est très content pour lui. Pour encore faire mieux en 2026, tout comme Jaewon Ko qui pour la 3e année garde et Jaewon qu'on a adoré et vibré pour lui à l'Open de France, vu qu'il a fait 2e à l'Open de France à Saint-Nom-la-Bretèche cette année. C'était absolument incroyable. Juju Guerrier qui lui maintenant fait partie des anciens sur le tour, vu que ça fait 9 ans, c'est sa 9e saison, sa 6e d'affilée, il a gagné l'an dernier. Oui, 81e, mais bon début de saison, moins bon après. Joueur incroyable, très belle personne aussi. Donc il jouera aussi bien évidemment le DP World Tour. Allez, je fais encore Tom et après tu feras le reste. Bon, ouais. Mon petit Tom, moi c'est comme mon petit frère, donc Tom Vaillant qui s'est bien bougé les miches pour se sauver sur son dernier tiers de saison. Donc il jouera qui a fait 93e de la race, donc il garde aussi son droit de jeu et qui je l'espère, va enfin exploser au niveau qui est celui qu'il a au fond de lui sur 2026. Ouais. Après, nous avons Frédéric Lacroix. Donc Frédéric Lacroix qui a fait sa 3e année sur le DP World Tour avec une victoire en 2024 au Danemark. Donc cette année, il est 100e de la Race to Dubai. Il a fait 15 cuts sur 23. Encore une fois, une belle régularité. Il s'est aussi qualifié pour l'US Open. Donc un majeur en plus dans la poche, donc ça c'est quand même super. 7e au BMW en Allemagne. Une saison je pense qui va être un petit peu décevante pour lui, ça c'est certain, parce que c'est vrai qu'en 2024 il y avait une très belle victoire qui était tombée voilà, après ces 3 ans sur le DP World Tour. Donc il y a eu forcément je pense un petit peu de déception à ce niveau là, mais je l'ai croisé encore hier, je le vois régulièrement parce qu'il est du golf de la Boulie. Et voilà, c'est quelqu'un de très discret, qui a confiance en ce qu'il fait. Donc l'année prochaine sera bien évidemment bonne pour lui, j'en suis certain. Et également David Ravetto, que je côtoie assez régulièrement, puisque voilà, ce sont les 2 joueurs qui sont au golf de la Boulie avec Antoine Rosner. Voilà, qui lui aussi avait gagné en 2024. On rappelle, ils avaient gagné avec très très peu d'écart, je pense. Je crois c'était un tournoi d'écart ou 2 tournois d'écart où ils avaient d'affilée, gagné je crois, ouais.
Exactement. Donc voilà, pareil, qui fait une saison un peu décevante, 123e. Mais bon, il est exempté quoi qu'il arrive pour sa victoire. Donc l'année prochaine, même si en terminant 123e, on perd la carte du DP World Tour, du moins on n'a qu'une catégorie partielle. Avec cette victoire-là, ça lui permet quand même d'avoir une pleine catégorie, une catégorie de vainqueur de tournoi pour 2026. Il a fait 15 cuts sur 28, donc il a passé un peu moins de 50, un peu plus de 50% des cuts. Mais encore une fois, voilà, il y a quand même des signes qui sont extrêmement encourageants et je suis certain que la saison va très bien se passer pour 2026 également. Donc malheureusement, on a entre guillemets ce qu'on appelle des relégués qui vont du coup garder en fait un droit de jeu très partiel sur le Tour européen, enfin sur le DP World Tour, et qui vont du coup potentiellement plus se focaliser sur l'Hotel Planner Tour. Pour partir un poil d'en bas, vu qu'on va sûrement s'arrêter sur une ou deux personnes, donc on a Bastien Amat qui faisait sa première saison sur le DP, en tant que professionnel sur le DP World Tour, qui était par cette KT des cartes qui voilà, permet pas de jouer tant que ça, donc il a un peu couru deux lièvres à la fois aussi, qui a vécu voilà, une première saison difficile sur le DP World. Pierre Pinault qui était monté par le Challenge Tour l'an dernier, qui lui aussi a vécu une saison difficile et qui a, tout comme Bastien, n'a pas réussi à se sauver via les cartes européennes. Donc ils auront tous les deux des catégories sur l'Hotel Planner Tour l'année prochaine. Et ensuite, on arrive voilà, sur les trois, là où je peux pas dire que je suis déçu. Enfin, je suis pas déçu d'eux, je suis déçu pour eux, parce que j'avais beaucoup d'espérance, tous les trois à leur manière, sur cette saison. Donc je vais les citer tous les trois d'affilée. Donc c'est Alex Lévy, Benjamin Hébert et Clément Sordet. Des profils différents. Alex Lévy a gagné 5 fois sur le Tour européen. Alex Lévy n'a pas été loin de jouer à Masters. Il a été peut-être 52e mondial au mieux. Il n'a pas été si loin que ça à un moment d'être dans les vraies grosses discussions pour une Ryder Cup. Ben Hébert a failli gagner des très très gros tournois. Il a joué 11 ans sur le DP World Tour. Alex et Ben étaient remontés par le Challenge Tour l'an dernier en faisant top 20, donc ce qui prouvait, enfin voilà, que la concurrence est dure. Et je m'attendais en fait à ce qu'il ça soit un retour à la maison en fait. Tu vois, cette année, on est parti à l'échelon du dessous, on s'est reconstruit, on a repris de la confiance et on va pouvoir rentrer en ouvrant un peu fort la porte et en disant c'est bon, je suis revenu. Et voilà, je suis super triste pour eux parce que c'est des gros compétiteurs, c'est des bons gars et je suis super triste pour eux qu'ils aient pas réussi à enclencher suite à leur saison sur le Challenge Tour l'an dernier et que cette année ne soit pas passée comme ils voulaient, encore plus pour Alex qui a raté d'un point une place à la finale des cartes il y a quelques jours. Ouais, et comme tu dis, c'est des compétiteurs, hein. On a déjà connu des profils, effectivement, des joueurs qui ont été dans ce cas-là, qui ont fait des saisons qui étaient plus difficiles. Alors, il y en a un, par exemple, j'ai envie de parler tout de suite, c'est Matteo Manassero, qui avait connu une saison sur le DP World Tour qui était juste, enfin, plusieurs saisons qui ont été exceptionnelles et qui a connu des bas au point de redescendre. Donc, du coup, même sur une catégorie, je me demande même si à un moment il n'avait plus de catégorie sur l'Hotel Planet Tour avant qui était du coup Challenge Tour. Qu'il n'avait plus du tout de catégorie, qu'il a joué. Donc on parle de quelqu'un qui a quand même battu des records de précocité de Severiano Ballesteros. On parle pas de. Il a juste battu le champion du club sur un match play sur 9 trous. Donc il avait 4 tournois à 20 ans sur le tour, gagnés sur le tour européen, dont Wentworth, alors que c'était en plus pas du tout son profil de jeu. Ouais. Donc c'était dément. Et il s'est retrouvé, il me semble, avec plus aucune catégorie, a joué quelques tournois de l'Alps Tour pour essayer de reprendre confiance potentiellement. Il avait en l'occurrence très bien joué. Il avait fini par avoir des invitations sur le Challenge Tour. Il s'était remis à bien jouer. Il a fait une ou deux saisons un peu à tricoter sur le Challenge Tour. Enfin, à tricoter dans le sens à faire des demi-saisons, 2 tiers de saison, pas dans le sens à tricoter, à mal jouer. Et ensuite, il avait fait une saison exceptionnelle il y a 2 ou 3 ans. Et il a même fini directement après dans les 10 de la Race to Dubai pour monter sur le PGA Tour. Donc c'est les carrières, ça fluctue. Matteo en a malheureusement, je pense, humainement payé un prix très cher parce que ça a dû être très très compliqué. Malheureusement pour l'instant Ben et Alex sont un peu dans ce creux de la vague qui doit être
qui est difficile à gérer parce que quand tu es golfeur professionnel et que tu as connu le Tour européen, tu n'as pas envie de jouer à l'échelon du dessous. Enfin, tu n'as pas envie, tu t'y vas, mais c'est pas ce que tu aspires à faire chaque semaine. Tant que de toute façon que tu l'as en toi, tu sens que tu as encore... La flamme. Exactement. L'envie de t'entraîner, la motivation à bien jouer. Et que le meilleur de ton jeu n'est pas derrière toi, surtout. Et c'est que tu surtout sens ça. que tu as du très bon devant toi, il faut y aller. Hein. Exactement. Donc voilà, en tout cas, effectivement, très, très déçu pour eux. Mais encore une fois, si ils se sentent bien évidemment avec une motivation hyper importante et avec beaucoup de sérénité, ils vont envoyer du lourd pour l'année prochaine. Ensuite, nous allons parler effectivement de nos un joueurs. tout petit mot sur Clément Sordet. Oui, Clément, excuse-moi, je vais te laisser parler, Clément, que tu connais très bien, qui est de ta région. Donc, vu que j'étais à l'école de golf avec lui, Clément, on vient tous les deux du golf de Lyon-Salvani, et qui a fini 119e, donc très très proche de faire la carte, en venant des PQ3, qui est une catégorie qui est pas si évidente que ça pour entrer dans les tournois. Pour en avoir aussi bien parlé avec lui que aussi d'avoir des infos un peu par Mathieu Santerre, son entraîneur, il a vraiment fait une bonne année en termes de jeu et qu'il lui a pas manqué grand chose, et puis qu'en 19 tournois c'est difficile en fait, parce que les mecs en général jouent entre 5 et 8 tournois de plus, et si on fait juste un micro prorata, même en le pondérant un peu, il peut finir top 100 de la race sans problème en jouant quelques tournois de plus. Donc c'est dommage, je suis un peu frustré moi d'un point de vue perso vis-à-vis de Clément, parce que je trouve que c'est un joueur qui ne nous a pas du tout encore montré ce qu'il a au fond de lui. C'est un golfeur qui est... on joue toujours au niveau qui est le nôtre, mais selon moi, pas son plafond, mais juste... Il a un niveau de jeu supérieur à ce qu'il nous montre depuis le début de sa carrière. Je suis très frustré parce que, on parle quand même de quelqu'un qui fait partie de l'élite européenne depuis des années, mais pas la petite partie de l'élite qui est encore pas le 1% des 1%, si tu vois ce que je veux dire. Et que je trouve que Clément fait partie de ces mecs qui ont un talent un peu au-delà de la moyenne, un swing au-delà de la moyenne. Donc j'aimerais bien le voir enfin faire ce que je pense qu'il mérite, même s'il y a beaucoup de personnes qui méritent de bien jouer et d'avoir des bons résultats, mais je le pense sincèrement. Très bien. Et après, il y en a certains qui ont été relégués, mais d'autres, du coup, qui sont promus pour du coup le DP World Tour à travers du coup l'Hôtel Planner Tour. J'ai du mal à le dire. Hein. Ça, Challenge Tour, c'était beaucoup plus facile. C'est pas joli en plus comme nom. Ouais, mais bon, ils mettent de l'argent, donc du coup, forcément, ils méritent qu'on les cite. C'est normal. On en a 4. On en a 4. On en a 3 qui montent sur le DP World à travers l'hôtel. Bon, je vais avoir du mal. Hein. Allez, l'ancien Challenge Tour. Et on va les citer dans un premier temps. Donc, le premier qui a fait une très belle 5e place, qu'on a reçu du coup sur l'épisode précédent des Tontons Golfeurs, sur notre 47e épisode, qui est Oyan Guillamoundegui. T'as vu, j'ai réussi à bien le prononcer. Guillamoundegui. Ouais, je l'ai révisé pendant. Mais c'est bon, on parle semaines. Pas de lui. On a parlé de lui pendant 1 heure il y a 2 semaines là. Allez, hop, dehors. Donc tout le monde le connaît. Si vous voulez savoir, il y a 1 heure d'épisode sur lui avant. Donc bravo, voilà. Merci, à la prochaine fois. Au revoir. Félix Maury, 12e qui a terminé. On vous rappelle, c'est les 20 premiers du coup qui obtenaient une catégorie sur le DP World, donc qui a une saison extrêmement solide, qui a gagné un tournoi en Suisse. Et franchement, ce joueur, mais d'une discrétion, mais d'un talent et d'un jeu, mais qui est mais exceptionnel. Je trouve ce joueur tellement fort au final. Il aurait gagné, honnêtement, l'ordre du mérite, ça m'aurait pas étonné du tout. Le voir 12e, je me dis, c'est bien, mais ça m'étonne pas. Tu vois. Il fait partie de ces mecs. En plus, j'ai passé pas mal de temps avec lui cette année sur la saison. Il fait partie de ces mecs là où tu te demandes en fait où il pourrait s'arrêter. Le jour là où il arrivera à lâcher un peu ce frein à main qui est un peu bloqué, je sais pas s'il est mental, s'il est technique, s'il est stratégique, s'il est putting, je sais pas, parce que j'ai jamais joué avec lui en tournoi. On a fait pas mal de recos et on discute souvent, mais tu sens que quand il va y avoir ce petit côté un peu frein à main qui va se lâcher, j'ai aucune idée de ce qu'est son plafond. Il a une telle qualité de frappe de balle. Il a une belle personnalité, il a une belle manière de jouer au golf.
et moi, en fait, quand je vois Félix monter, c'est enfin, quoi. T'étais trop fort pour le Challenge Tour. T'arrivais pas à monter. Alors, ça s'est joué à très peu de choses. Hein. Ça fait, depuis qu'il joue le Challenge Tour, il n'a pas fini au-delà de la 35e place du classement, je crois. Et ça fait 2 ans d'affilée qu'aux cartes, il ratait de 1 ou 2 points. Donc, très proche, mais t'as envie. Bon, ça y est, enfin, quoi. Et puis, enfin, et puis t'arrives sur le tour, et puis, lâche-toi, quoi. Ouais. Parce que Félix, en fait, est capable de faire. En fait, est capable d'exploser sur le tour. D'un coup. Parce qu'en plus, les parcours, je pense, vont peut-être encore plus correspondre à son style de jeu, par l'exigence et par lui, son haut niveau de frappe de balle. J'ai hâte de voir ce que Félix va donner sur le Tour européen. Et donc, le troisième du top 20, c'est Clément Charmasson qui a fini 19e. Clément, que tu connais bien parce que tu travailles avec lui. Oui. Donc, tu vas pouvoir nous parler de Clément qui, du coup, va découvrir le Tour européen après seulement une année sur l'Hôtel Planeur Tour. Ouais, exactement. Donc Clément, dont je m'occupe au putting, voilà, qui fait sa première saison du coup sur l'Hôtel Panel Tour, qui s'est qualifié du coup via sa saison sur le Alps Tour l'année précédente. Il a eu une victoire en Espagne qui lui a permis en fait tout simplement de lancer sa saison. Voilà, avec de très bons résultats qui sont allés, mais il s'est mis un petit peu en danger sur la fin. Voilà, on pensait entre guillemets que tout allait être fait, mais dans ce sport, on se rend compte que jamais n'est rien fait, enfin jamais tout est validé à partir du moment où le dernier tournoi n'est pas terminé. Et effectivement, voilà, tout s'est fait sur le dernier tournoi de l'année à cette finale qui était à Majorque, où là du coup, il s'est qualifié en terminant 19e. C'est un joueur, encore une fois, qui, pour moi, donc, a un putting extrêmement solide. Voilà. Il avait déjà, quand il est venu me voir, je trouve un putting qui était très bon et il a développé beaucoup d'habiletés autour de ça. Il est très très fort, il frappe très fort la balle, très bien. C'est quelqu'un tu vois, qui est très cadré dans tout ce qu'il fait. Donc Ouais, bon ça ne joueur. m'étonne pas. Tu vois, Ouais, de très ce bon qui joueur. s'est passé. Et donc, voilà, très content pour lui de cette accession sur le DP World. Et donc, on a aussi un nouveau venu qui, du coup, devait monter sur l'Hôtel Planeur Tour, mais qui, d'ailleurs, a décidé, en fait, de dire au revoir tout de suite à l'Hôtel Planeur Tour. C'est Quentin Debove, là c'est pour parler en fait des cartes européennes, qui du coup est le dernier membre français à jouer le Tour européen. Quentin Debove qui venait de faire top 5 de l'Alps Tour pour pouvoir monter justement sur l'Hôtel Planeur Tour, qui était déjà, de ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux sociaux et dans la presse, sur Golf Planet bien évidemment, qu'il était déjà très content de monter. Et puis en fait, du coup, il va même pas y aller sur l'Hôtel Planeur Tour. Il a très très bien joué au PQ2, donc deuxième étape des cartes européennes pour se qualifier à la finale, vu qu'il a gagné les PQ2. Et ensuite, au PQ3, tu as eu l'impression que c'était une petite balade des gens heureux. Je me pose dans le top 20 après 2 tours et j'en bouge plus, quoi. Enfin, impressionnant. Ouais. Donc, difficile de dire un peu quoi que ce soit. Sur lui parce que je l'ai croisé juste une fois au PQ2. Mais en tout cas, quelqu'un qui valide le top 5, sur l'Alps Tour en ayant gagné. Ensuite, qui chope la carte du Tour européen en faisant 7ème, qui a déjà passé le premier stage des cartes américaines et qui du coup a le deuxième stage. Ouais, t'as envie de dire, putain, ça a l'air de jouer au golf, ça. Exactement. Donc, on va pas tous les citer. On avait prévu de les citer, mais on va pas tous les citer. Il y a aussi donc encore une quinzaine de joueurs français en plus qui auront une catégorie de jeu sur l'Hôtel Planeur Tour. Juste pour ceux qui auront vraiment la pleine catégorie de jeu, on va parler de Julien Salle qui était à la finale, mais aussi de Robincio Segris, Julien Ken, du coup Clément Sordet qui aura cette pleine caté et Maxence Giboudot. Et puis après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dont on a déjà parlé. Clément Guichard qui monte par le Pro Golf Tour. Catégorie partielle, enfin pas partielle, entre les 70 et 120, il y a deux cotes, Andoni, Echenique et moi-même. Et Émeric Losso qui sera aussi sauvé par une exemption médicale pour pouvoir quand même finir un peu sa saison vu qu'il a eu une fracture de fatigue au poignet, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, on va essayer là pour pas que ça dure encore 45 minutes, on va rester sur le tour, mais ce coup-ci sur le LET, Oui. dont on va pouvoir évoquer aussi nos représentantes. Exactement. Notre première représentante, on va dire celle qui est la mieux classée, Nastasia Nadeau,
voilà, qui est 9e du coup à l'ordre du mérite du Ladies European Tour. Elle mérite un petit waouh aussi, elle, quand même, non? Ouais, exactement. J'ai Et c'est ça l'impression qui est que dingue. toutes les semaines, elle joue pour gagner. Exactement. Tu vois, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, on n'en Ouais. parle pas assez. Alors malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est un peu triste et j'espère que le golf français, on parle beaucoup des garçons, effectivement, mais je trouve que les filles méritent aussi d'être mises en avant, surtout que lorsqu'on est actuellement 9e du Ladies European Tour, elle a fait 4 top 5, dont deuxième place, et on la sent en fait s'affirmer, monter en Ah ouais. puissance, c'est On extraordinaire, sent que c'est un c'est une espèce saison exceptionnelle. de petit rouleau compresseur. Moi, je suis là pour. Je me pose dans les top 10 et j'en bouge plus, quoi. C'est C'est ça. c'est un bon swing, c'est une bonne travailleuse, c'est une nana sympa. Elle a joué magnifiquement bien à Evian et résisté à une pression qui devait aussi être conséquente, vu qu'en plus elle est soutenue par l'Evian Resort Golf Club. Donc, tu es soutenu par l'Evian Resort Golf Club, tu es invité, tu te retrouves à jouer avec Nelly Corda, tu te retrouves dans les parties de tête. Et tu fais la semaine qu'elle a fait à Evian. Elle a dû vivre une semaine émotionnellement incroyable. Et puis, c'est une joueuse qui est, voilà, comme tu le dis très bien, Mm. s'affirme comme l'une des meilleures joueuses du Ladies European Tour. Exactement, voilà. On a Perrine Euh, Delacour aussi, du coup. Perrine, voilà, qui a joué aussi sur le LPGA aux États-Unis, qui, elle, bon, on va dire, elle aspire à vouloir aller aux États-Unis. On sent que c'est ça qui l'anime énormément. Malheureusement, entre guillemets, malheureusement, elle a dû revenir en Europe puisqu'elle a perdu son droit de jeu aux États-Unis. Elle est actuellement 15e quand même, avec une victoire en Afrique du Sud. Elle a fait 4 top 5, donc elle fait une superbe saison sur le LET. Elle va peut-être récupérer du coup une catégorie sur le LPGA Tour à la fin de l'année. On va voir comment ça se passe sur ces derniers tournois. Il y a aussi les cartes du LPGA Tour qui vont se jouer. Donc du coup, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir avancer. C'est une belle saison, voilà, qui lui fait quand même beaucoup de bien après avoir perdu cette carte sur le LPGA Tour. Donc j'espère vraiment, avec le caractère qu'elle a en plus, qu'elle va réussir à aller nous chercher des belles choses pour cette fin de saison et revenir là où elle doit être, ou du moins là où elle aspire à être. Paris 2024, hein, Perrine. Ouais, exactement. Athlète Ouais. olympique. Athlète Et oui. olympique. Ouais. Ensuite, pour parler des autres filles, on va, voilà, là, vu qu'on sait qu'on enregistre le 14 novembre, qu'il reste encore un tournoi, on ne peut pas encore complètement se mouiller sur qui reste, qui ne reste pas, ou quoi que ce soit. On peut en tout cas noter que pour l'instant, du bon côté de la barrière, il y a Céline Herbin qui est 57e, qui a gagné déjà Oui. sur le LET, qui est une joueuse affirmée, qui doit sûrement avoir un rôle un peu de grande sœur vis-à-vis de toutes les jeunes qui arrivent. On a aussi des joueuses, voilà, très affirmées comme Camille Chevalier, comme Agathe Sauzon, qui sont pour l'instant en ballottage pour l'an prochain. Mais voilà, Agathe, un tout petit peu tristoun pour Agathe, qui est aussi de la région Rhône-Alpes, parce que je trouvais qu'elle se mettait à faire un peu du Nastasia Nadeau il y a quelques années, justement, qu'elle s'affirmait, que tu la voyais de plus en plus. Euh, et j'espérais pour elle qu'elle puisse continuer à grimper les échelons. Il y a l'air d'avoir un petit coup d'arrêt cette année. Je n'ai pas d'infos sur ce qu'il y a des raisons physiques, mentales ou quoi que ce soit, mais j'espère pour elle qu'elle a du bon golf encore devant elle. Ariane Klotz qui s'entraîne aussi d'ailleurs, tiens, dans la région lyonnaise. Putain, mais en fait, Lyon, c'est un vivier énorme. Énorme, mais oui. Mais C'est bien l'avenir, évidemment. Lyon, en fait. C'est l'avenir. Donc voilà, qui, il me semble, c'était sa première année sur le LET, de souvenirs pour Ariane. Comme j'ai un Euh, doute, je te vois me regarder, je te laisse sortir cette information. Je ne l'ai pas, mais je suis donc je sûr que mets si des tu l'as. énormes pincettes. J'ai pas bien fait mon travail, ni toi non plus du coup, Non, vu qu'on n'a pas exactement. l'info. Mais je dirais que Nous c'était sommes des sa mauvais première année, journalistes. donc on est des tontons golfeurs. Exactement. Et voilà. Et au-delà de la 100e place, on a Emma Gréchy, Anne-Charlotte Mora, Amy Perronin, Anne-Lise Caudal et Vanessa Bouvet, qui elle, par contre, pour sûr, venait des cartes et faisait sa première année. Elle est Oui, jeune, je crois, Vanessa. oui. Faisait sa première année, une année difficile, pas tant de tournois joués que ça. Pareil, pas d'infos si ça a été justement à cause de blessures, à cause de... C'est pas facile, à cause de... Et non, et c'est voilà. la même chose en fait. Dès que vous faites un mauvais début de saison sur le LET, c'est la même chose. Vous êtes pas relégué directement, mais du moins vous êtes Réranqué. moins bien
vous êtes moins bien réranké dans votre catégorie, et ce qui fait que potentiellement vous pouvez avoir moins d'accès sur les tournois en fonction de l'endroit où est ce qu'on appelle la cut line, l'endroit où le nombre de joueurs pour le tournoi est Ouais, atteint. parce que les catégories dont on parle tout le temps, on vous l'avait dit dans l'épisode qu'on avait fait aussi, je sais plus quel numéro c'est, mais ça s'appelait, je crois, de l'école de golf au PGA Tour ou au DP World Tour. On avait un peu expliqué tout ça, les histoires de catégories. Et en fonction de votre niveau de jeu, de vos résultats d'une année, l'année d'après, vous êtes dans des catégories qui font que, en fait, c'est les priorités d'inscription. Et la KT quasiment sur tous les circuits, la KT de ceux qui montent, donc qui viennent des cartes, c'est souvent dans cette catégorie-là que, justement, il y a ce que dit Antoine, la cut line. Et qui, du coup, il faut être du bon côté de la cut line pour pouvoir jouer des bons tournois. Donc, idéalement, il faut être dans le plus haut possible de la catégorie. Sauf que s'il y a un reclassement au sein de cette catégorie et que vous avez mal commencé, vous chutez dans la catégorie et du coup, vous pouvez vous retrouver du mauvais côté alors que vous étiez du bon côté avant. Donc, c'est, voilà, pour s'imposer, il faut s'imposer, quoi. Oui. On a fait un bon petit tour d'horizon. Oui. On peut mentionner la victoire de Jérémy Gandon sur le Corn Ferry Tour aussi. Encore quelqu'un de la région Rhône-Alpes, mais c'est quand même incroyable. Et enfin, même si, c'est les anciennes régions. Et qui a gagné sur le Corn Ferry Tour, qui était très très bien parti pour monter sur le PGA Tour et qui malheureusement n'a pas réussi à finir dans le top 20 suffisant. C'est le top 20, ouais. Ouais, c'est ça, il est suffisant pour pouvoir choper donc il va avoir une catégorie partielle de chez partielle sur le PGA Tour l'an prochain, donc peut-être qu'on le verra dessus un peu. Mais ou selon le résultat des cartes, vu qu'il y a le top 5, je crois qu'il monte sur le PGA Tour. Mais en tout cas, voilà, à peu de choses près, Jérémy aurait pu en rejoindre certains sur le PGA Tour. Parfait. Alors Sébastien, est-ce qu'on terminerait pas cet épisode en disant un petit peu notre coup de cœur, si on peut, pour cette année, et notre petit point de déception, si je puis dire, en se disant on aurait espéré, on attendait que je pense que ça peut être intéressant. Moi, je vais commencer tout simplement. Alors. Moi, je ne vais pas parler forcément de déception, mais je peux pas m'empêcher de penser à Alex, qui est quelqu'un qui est un ami. Bien évidemment, je suis un peu moins proche de lui maintenant parce qu'on a nos vies à gauche à droite, mais c'est quelqu'un de tellement gentil, tellement charismatique. Je sais qu'il est sorti d'une grosse blessure et qu'il a fait du gros travail physique. Il a énormément donné pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir continuer à jouer au golf. Parce que oui, cette blessure était grave et l'empêchait énormément. Chose comme une double hernie discale ou un truc comme ça. Donc il y a eu un gros travail de préparation physique et c'est vrai que je le voyais revenir sur les chapeaux de roue avec des très belles années qu'il avait fait sur le Challenge Tour et tout, et de le voir en fait échouer si peu, c'est même pas de la déception, c'est de la tristesse. C'est de la tristesse, lui, en fait. exactement. C'est de l'empathie. Je suis assez d'accord c'est pas la déception de l'année, oui. C'est le ressentiment de tristesse de l'année pour moi aussi. Parce que le plus déçu, bien évidemment, c'est lui. Bien sûr. Mais Alex, c'est un mec qui te donne envie de regarder le golf à la télé, en fait. Ouais, Alex, c'est un mec qui est déjà d'une générosité humaine inouïe. Qui dans les journées, quand il doit donner, il donne beaucoup. Et puis qui a sa personnalité, qui est attachante et qui est sur le parcours, quand le mec joue bien, déjà il va chercher tous les poteaux, donc c'est quand même sympa. Et puis la balle, elle est à peine partie, il va se mettre à gueuler, à marcher n'importe comment. Et le mec, il te fait vibrer, en fait. Le mec, je pense qu'il y a même des étrangers qui sont pour Alex Lévy quand il est en position de gagner un tournoi, tellement le mec te procure de l'émotion. Et en fait, c'est ça qui est bon quand tu regardes du sport, c'est quand il y a de l'émotion. Et Alex, il en transmet beaucoup. Donc ouais, je suis malheureusement assez d'accord avec toi que c'est ma petite larme ma petite larme à l'œil de l'année, elle est malheureusement chez Alex, ouais. Et comme tu dis, c'est que on a l'impression que c'est un showman quand vous le voyez sur le parcours, très expressif et tout, mais il est comme ça dans la vie de tous les jours. Ouais, donc c'est ça qui est génial. Bon, quoi. Exactement, c'est ça. Il joue comme il est. Pour revenir sur des épisodes aussi qu'on a fait récemment, c'est le golfeur que je suis. Quand il joue bien, il est exactement la même personne sur le parcours qu'en dehors. Oui. Donc ouais, c'est très bon. Et ton petit coup de cœur 2026 ? Petit coup de cœur pour 2026, Martin.
Martin Couvra, je trouve que Martin a... Enfin, ton petit coup de cœur 2025, pardon. Oui, voilà, Martin Couvra, juste chapeau bas pour cette saison extraordinaire. Quelle que sera la suite et l'issue à travers ça, je trouve que à 21 ans débarquer comme ça, le petit français, le petit nouveau français qui arrive sur DP World et qui arrive à faire des résultats aussi forts, aussi bons, rapidement emmagasiner de la confiance, moi ce jeune m'épate. Franchement, il mérite tout mon respect de le voir aussi fort, Et c'est pas peu dire rapidement. parce que tu respectes pas grand monde. Non, non, exactement, c'est ça. Même moi, je me respecte pas, tu vois. Donc, du coup, on est loin. Donc, ouais, je trouve que voilà, le voir arriver et faire une saison aussi impressionnante, c'est pas les personnes qu'entre guillemets j'attendais le moins qui font les meilleurs résultats pour la raison du coup de cœur, mais je trouve juste que c'est la personnalité globale de la personne. Il est tellement humble, il est tellement ouvert, il est tellement gentil, il est tellement lui-même que du coup, je suis ravi de le voir aussi bien jouer et faire une saison aussi belle que ce qu'il est en train de faire. Alors la réponse facile, elle est d'aller dans ton sens, mais moi je veux quand même remettre un petit coup de projecteur sur Adrien. Parce qu'il est de Lyon, oui, je sais, on non, sait, pas du on tout. sait. Ah non, Haute-Savoie, attention. Et puis surtout pas dire Savoie. C'est la même chose, Lyon, la Savoie, attends, c'est la même chose. Non. Il est de la yacht. Ah ouais, non, lui c'est FC Annecy. Avant c'était Évian-Tonon-Gaillard dans le foot, tu vois. C'est bon, bien évidemment, il est plus Lyon que Saint-Étienne, rassure-toi. Mais Adrien, c'est tout ce que j'aime dans le golf professionnel, des mecs qui, pardon pour l'expression, mais des mecs qui en ont chié. Alors certes que Challenge Tour, DP World Tour, qui ont même pas connu les circuits du dessous, mais qui en ont chié dans cette recherche de très haut niveau, qui l'avaient en eux et qui ont eu la patience, qui ont fait des choix, qui ont parfois qui ont payé, parfois qui n'ont pas payé. C'est la patience, l'abnégation, ce mot à la mode que je déteste parce qu'il est utilisé à tort et à travers, mais de résilience. Et en fait, c'est juste waouh. Voilà. Donc, bien évidemment, je te rejoins sur tout ce que tu as dit sur Martin, mais je voulais remettre un petit coup de projecteur sur Adrien et qui garde la porte ouverte à tout ce qui peut lui arriver en 2026 parce que je pense que personne ne peut savoir et qu'on peut que lui souhaiter le meilleur, quoi qu'il arrive. Exactement. Voilà, cet épisode... Vous pourrez suivre en tout cas tous ces résultats, aussi bien d'Adrien, de Martin et de absolument toutes les personnes dont on a parlé aujourd'hui. Vous pourrez les suivre sur Golf Planet, bien évidemment, notre partenaire média, qui est une application 100% gratuite et 100% digitale, pour suivre donc absolument tous les résultats et bien évidemment les dernières infos des tontons golfeurs. T'es de plus en plus fort, toi, dans les transitions. T'arrives Ah à... oui, Comme ça, t'es bon, toi, t'es là. Un grand merci également à Callaway et Odyssey, voilà, présents dans cette aventure depuis le début. Retrouvez toute l'intégralité de leurs nouveautés sur leur site internet et dans vos magasins préférés. Sébastien. Et donc, un grand merci aussi pour finir à Wally Clubmaker, tout particulièrement à Antoine Caballet, pour toute son aide sur les montages vidéo, les shorts sur les réseaux sociaux et le montage de la vidéo YouTube pour que vous puissiez voir nos sales tronches du matin comme ce matin. Sébastien, je te laisse ensuite terminer parce que moi j'aime bien quand tu dis le dernier mot de la fin. Tu as toujours le sourire et comme je t'ai en face de moi dans mon écran, moi ça me va très bien. Eh bien, merci mon très cher Antoine, merci Kevin, tu as brillé par ton absence. Bah ouais, quand même une petite pique à la fin. Bah oui. Et puis il me le rendra la prochaine fois là où ça sera pas moi, je suis pas inquiet. Enfin là où je serai pas là. Donc merci surtout à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous nous entendez en ce moment même, c'est que l'épisode a dû vous intéresser. Donc merci d'être là. Merci pour les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux ou par mail. On en reçoit de temps en temps des très touchants, vraiment très touchants et très encourageants pour continuer l'aventure. N'hésitez pas à partager les épisodes entre vous, en story, en nous mettant des notes. Nous, ça nous fait très plaisir de savoir que vous aimez ce qu'on vous propose. Merci à toi, mon très cher Antoine, pour cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Enfin, pas tout. On n'est pas sur TikTok et compagnie. On est trop vieux, je pense. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail, donc lestonsgolfeurs@gmail.com. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines
pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut Antoine. Salut Sébastien, à Ciao, bientôt. ciao.